Un seul porte-avions est suffisant pour modifier sensiblement le niveau de puissance militaire d'une nation. Ces navires sont l'un des atouts individuels les plus puissants qu'une armée puisse posséder. En général, en vertu du droit international, les porte-avions peuvent légalement se positionner jusqu'à 14 000 marins ou 22 km des côtes de n'importe quel pays. Il est évident que l'influence stratégique de pouvoir établir une base aérienne militaire à seulement quelques mille marins de n'importe quelle côte dans le monde est énorme, surtout compte tenu du fait que 80% de la population mondiale vit à moins de 60 000 marins ou 100 km de l'océan. Alors que de nombreux navires militaires sont capables de lancer des hélicoptères, seuls 19 porte-avions dans le monde sont actuellement en service et capables de lancer des avions à aile fixe. La Chine, la Thaïlande, l'Inde, la Russie et la France en possèdent chacun un, l'Italie en a 2, et les États-Unis en ont 11 parmi les plus grands au monde. Ces plus grands porte-avions nécessitent plus de 6000 personnes pour leur exploitation et restent souvent déployés pendant jusqu'à un an. Ce sont de véritables villes en pleine mer. Les porte-avions les plus avancés, comme le Charles de Gaulle de la marine française, sont capables de lancer un avion toutes les 30 secondes. Cela signifie que, pendant une courte période, lorsque le porte-avions Charles de Gaulle lance des avions à son rythme maximal, il devient plus occupé que l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Pouvoir atteindre une telle capacité sur un navire en mouvement n'est pas une mince affaire. Bien que l'exploitation de ces navires confère aux armées un énorme avantage stratégique, il représente également l'un de leurs plus grands défis opérationnels. L'arme offensive d'un porte-avions, ce sont ces avions. À bord, les porte-avions ont tendance à n'avoir qu'un petit nombre d'armes défensives, telles que des missiles solaires et des mitrailleuses. Mais bien sûr, comme tout actif militaire puissant, ces porte-avions sont des cibles de grande envergure. C'est pourquoi les porte-avions ne voyagent jamais seuls lorsqu'ils sont en déploiement. Bien que la composition exacte puisse varier en fonction de la mission, les groupes aéronavals auxquels sont rattachés les porte-avions américains sont généralement composés d'un croiseur lance-missiles guidé équipé de missiles Tomahawk, de 2 destroyers lance-missiles guidés, d'un sous-marin d'attaque et d'un navire de ravitaillement. Un porte-avions est le navire amiral de ce groupe de frappe, ce qui signifie qu'il dispose non seulement d'un poste de commandement et d'un centre de contrôle du trafic aérien, mais aussi d'un poste de commandement où un amiral commande l'ensemble du groupe de frappe. Chacun des navires du groupe remplit diverses missions offensives et défensives. La seule exception est le navire de ravitaillement. La plupart des porte-avions n'ont pas besoin de ravitaillement régulier. Tous les 11 porte-avions américains et celui de la France sont propulsés par l'énergie nucléaire, ce qui signifie qu'ils peuvent naviguer sur une distance illimitée pendant 25 ans sans avoir besoin de refueler. Même les porte-avions à propulsion classique, comme le HMS Queen Elizabeth du Royaume-Uni, peuvent parcourir jusqu'à 12 000 miles ou 18 000 km sans ravitaillement, ce qui rend les arrêts peu fréquents. Bien qu'un porte-avions américain ou français puisse théoriquement naviguer sans interruption pendant des années, voire des décennies, ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est transporter suffisamment de nourriture, toujours nécessaire, et de carburant d'aviation, nécessaire pour les opérations de combat, pour rester en mer pendant plus de quelques semaines à la fois. Ce serait inefficace et placerait les porte-avions dans une position de vulnérabilité de devoir visiter un port tous les quelques semaines pour se réapprovisionner, surtout pendant les opérations de combat, alors ils ne le font pas, ils se réapprovisionnent en mer. Les navires de ravitaillement qui se déplacent en tant que partie du groupe de frappe se rendront dans un port voisin pour prendre du carburant, des munitions, de la nourriture et du courrier, reviendront au groupe de frappe, puis adapteront leur vitesse et manœuvreront aux côtés du porte-avions. À partir de là, les deux navires se tireront mutuellement des lignes. Ces lignes sont utilisées pour tirer des tuyaux vers le porte-avions, qui sont utilisés pour transférer du carburant d'aviation. Pour transférer des fournitures solides, il existe 2 méthodes. La première consiste à attacher des palettes à des chariots qui transportent des marchandises vers le porte-avions comme une tyrolienne. La deuxième méthode, considérée comme plus simple mais plus dangereuse, consiste à utiliser des hélicoptères pour récupérer des palettes du navire de ravitaillement et les transporter jusqu'au porte-avions. Ces transferts apportent à la fois des fournitures cruciales telles que de la nourriture et des articles moins cruciaux comme le courrier, mais ce n'est pas la seule manière dont le courrier arrive sur les porte-avions américains. Chaque porte-avions a en réalité une adresse postale, tout comme n'importe quel bâtiment aux États-Unis. Par exemple, voici l'adresse de l'USS Gerald R. Ford. Les familles des marins peuvent envoyer du courrier à ces adresses de la même manière qu'elles le feraient pour n'importe quelle autre adresse, et en fait, cela coûte exactement la même chose qu'un envoi à n'importe quelle autre adresse aux États-Unis, même si le navire se trouve de l'autre côté du monde. Les marins peuvent même commander des colis en ligne pour leur navire. Le courrier express parvient souvent d'une adresse aux États-Unis à un porte-avions naviguant quelque part dans le monde en seulement 10 jours. Pour maintenir cette rapidité, des livraisons plus fréquentes que celles des navires de logistique sont nécessaires, mais heureusement, les porte-avions sont des aéroports en mer. Les porte-avions américains utilisent actuellement une flotte de ces 2 Greyhound comme avions de transport, assurant une liaison à haute fréquence, souvent quotidienne, entre les porte-avions et la côte. Lorsqu'ils naviguent en mer de Chine méridionale, par exemple,
comme l'a fait l'USS Ronald Reagan en novembre 2018, le courrier peut être envoyé à Singapour par des moyens conventionnels. Un C2 Greyhound volerait alors du navire à Singapour, récupérerait le courrier et volerait de retour au navire. Pendant que les porte-avions parcourent le monde, les points de collecte des C2 Greyhound sont continuellement déplacés vers des nations amies à proximité. Bien que le courrier fasse des merveilles pour augmenter le moral de l'équipage, il s'agit en réalité de la cargaison la moins prioritaire pour les C2 Greyhound. Les avions sont essentiels pour apporter des pièces de rechange pour tous les avions du porte-avions et pour transporter des VIP, des journalistes et d'autres individus vers et depuis les porte-avions. Ce C2 Greyhound a à peu près la même taille qu'un Embraer 145, un avion civil capable de transporter 50 personnes, donc il n'est pas minuscule. Le plus long porte-avions du monde, qui est également le plus récent, est l'USS Gerald R. Ford, mais même elle ne mesure que 1106 pieds ou 337 mètres de long. Dans les aéroports commerciaux, une piste de 5000 pieds ou 1500 mètres, comme celle de l'aéroport de London City à Londres, est considérée comme courte, tandis que les grands aéroports comme Londres Heathrow ont des pistes plus longues que 10 000 pieds ou 3000 mètres. Alors, comment les C2 Greyhound et les autres avions sur les porte-avions gèrent-ils des pistes de seulement 1100 pieds ou 330 mètres de long? Ils ne le font pas. Ils décollent avec seulement 325 pieds, soit 99 mètres d'espace. Tous les porte-avions américains et français utilisent un système de catapulte pour amener les avions à la vitesse de décollage en 3 à 4 secondes. Cela permet à ces porte-avions de lancer des avions de taille décente, comme le C2 Greyhound, malgré leur pont relativement court. D'autres porte-avions, comme les porte-avions chinois et indiens, n'ont pas de catapulte, donc ils ne peuvent lancer que des avions plus légers à courte portée capables de décoller sur une piste très courte. Ces deux types de porte-avions disposent de câbles d'arrêt que les avions attrapent lors de l'atterrissage pour décélérer sur la courte distance disponible. Tous les autres porte-avions ne peuvent opérer qu'avec des avions capables d'un atterrissage vertical. Ce qui se passe sur le pont d'envol est un chaos soigneusement chorégraphié. Sur les porte-avions américains, le travail de chaque personne est facilement identifiable par la couleur de la chemise qu'elle porte. Les chemises jaunes s'occupent de la navigation des avions sur le pont. Les chemises bleues assistent les chemises jaunes en conduisant des tracteurs, en actionnant des ascenseurs, en livrant des messages, et plus encore. Les chemises rouges s'occupent de la manipulation et du chargement de l'artillerie. Les chemises violettes gèrent le ravitaillement en carburant des avions. Les chemises vertes sont portées par plusieurs groupes différents, notamment les équipes de catapultes, le personnel de maintenance, les manutentionnaires de cargaison, et d'autres. Les chemises blanches sont également portées par un mélange de personnel, notamment ceux qui aident les avions à atterrir, travaillent en tant que personnel médical, et plus encore. Enfin, les chemises brunes sont portées par les commandants d'aéronefs qui ne sont pas ceux qui pilotent les avions, ils sont chargés de superviser tout le travail nécessaire pour préparer un avion au vol. Le pont d'envol est un endroit dangereux en raison de sa petite taille. Il est si petit que tous les avions du porte-avions ne peuvent pas y tenir, mais bien sûr, juste en dessous du pont d'envol se trouve le hangar. Un grand porte-avions peut transporter jusqu'à 100 avions, donc des ascenseurs massifs transportent les avions du pont d'envol au hangar pour le stockage lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Environ 6000 personnes travaillent et vivent à bord de chaque porte-avions américain. 3200 d'entre elles ont des emplois liés à la gestion du navire lui-même. Cela comprend tout, de travailler dans la salle des machines, à l'entretien du réacteur nucléaire, au nettoyage des ponts, à la commande effective du navire depuis la passerelle. Beaucoup de ces emplois sont sous le pont, et puisque tout l'espace au-dessus du pont est utilisé pour les opérations de vol, de nombreuses personnes à bord peuvent passer des semaines sans voir la lumière du jour. Les 2500 autres membres du personnel font partie de l'aile aérienne du porte-avions. S'il s'agissait d'une base aérienne terrestre, il s'agirait de tous ceux qui y travaillent, y compris les contrôleurs de la circulation aérienne, les mécaniciens d'avion, les ravitailleurs, les pilotes, et plus encore. Les quelques centaines de personnes restantes occupent divers autres emplois. En ce qui concerne l'espace personnel, le personnel enrôlé, la grande majorité de ceux qui sont à bord, n'a droit qu'à un seul lit superposé dans une chambre avec parfois plus d'une centaine d'autres. Les individus de rang supérieur, bien sûr, ont des logements plus spacieux. En tant que résidence à long terme pour des milliers de personnes, ces navires disposent également de quelques petites commodités comme des magasins, des salles de sport, des salons, et plus encore, mais l'espace est limité quand 6000 personnes sont entassées dans une seule coque flottante et que la mission est primordiale. Depuis leur apogée pendant la Seconde Guerre mondiale, certaines personnes ont commencé à remettre en question la place des porte-avions dans la guerre moderne. Tous les pays en activité, à l'exception des États-Unis, ont tendance, à un moment donné, à avoir leurs navires en combat, en entraînement ou à la base. Les États-Unis ont tendance à utiliser leurs porte-avions pour une quatrième fonction, la projection de puissance. À tout moment, il y a presque certainement un porte-avions américain en croisière quelque part dans le monde. En fait, janvier 2017 a été la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'il n'y avait pas de porte-avions américains en déploiement. Même s'il n'y avait pas de porte-avions en déploiement, ils sont rapides. Ils ont une vitesse maximale de 35 miles, soit 56 km/h,
ce qui signifie qu'un porte-avions basé à Norfolk, en Virginie, pourrait atteindre le Moyen-Orient en seulement une semaine. Dans le Pacifique, les États-Unis ont encore un avantage plus grand puisqu'ils ont l'USS Ronald Reagan basé à Yokosuka, au Japon, d'où ils pourraient atteindre les côtes de la Corée du Nord, par exemple, en seulement 29 heures. Les porte-avions américains passent beaucoup de temps à simplement naviguer dans les océans du monde pour rappeler aux autres pays la puissance militaire des États-Unis. Par exemple, l'USS Ronald Reagan est revenu d'un déploiement de 4 mois, d'août à décembre 2018 au cours duquel il n'a pas connu de combat. Il a passé une grande partie de son temps à naviguer dans la mer de Chine méridionale, une zone dans laquelle la Chine tente d'affirmer son contrôle militaire, ce qui déplaît fortement aux États-Unis. Ailleurs en Asie, les porte-avions américains effectuent également régulièrement des visites dans la péninsule coréenne pour rappeler leur présence à la Corée du Nord. Cela a atteint un pic en novembre 2017 alors que les tensions avec la Corée du Nord étaient à leur comble, avec 3 porte-avions américains qui se tenaient près des côtes coréennes. Cependant, en raison de leur énorme puissance, les porte-avions représentent une cible énorme, en particulier à l'ère des drones furtifs et des missiles précis. Le naufrage d'un seul porte-avions américain pourrait entraîner plus de décès militaires américains que l'ensemble de la guerre en Irak, en plus de la perte de dizaines de milliards de dollars d'actifs militaires. Bien qu'aucun porte-avions de quelque nation que ce soit n'ait été coulé depuis la Seconde Guerre mondiale, cela reste potentiellement plus possible que l'on pourrait le penser. Les porte-avions américains participent régulièrement à des exercices de guerre où des conditions de combat sont simulées avec des alliés. Il y a eu 2 incidents préoccupants en 2005 et 2015 où des sous-marins suédois et français, respectivement, ont remporté les exercices contre les porte-avions américains. Cela signifie essentiellement que les sous-marins de ces 2 pays se sont approchés suffisamment près des porte-avions pour, s'ils étaient un ennemi en combat réel, avoir pu lancer des torpilles et potentiellement couler les porte-avions. Cela prouve en quelque sorte que les porte-avions, malgré toute leur défense, ne sont pas aussi insubmersibles que certains pourraient le prétendre. Pendant ce temps, les États-Unis ont déjà reçu le premier des 10 porte-avions d'une nouvelle classe, tandis que la Chine, l'Inde et le Royaume-Uni ont chacun des porte-avions en construction. Par conséquent, malgré leur possible obsolescence, nous pouvons être sûrs que les porte-avions ne quitteront pas de sitôt les océans du monde.